Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Peter Pan. Il s'agit d'une œuvre de J.M. Barrie, publiée en 1911. Wendy est la fille de Monsieur et Madame Darling. Depuis qu'elle a 2 ans, Wendy sait qu'elle doit grandir. Elle est l'aînée de ses 2 frères, John et Michael. Une nourrice s'occupe des enfants. Il s'agit d'une chienne Terre-Neuve prénommée Nana. Madame Darling entend parler de Peter Pan lorsqu'elle met de l'ordre dans l'esprit de ses enfants quand ils sont endormis. Chaque enfant a dans son esprit une carte du pays imaginaire. Madame Darling trouve dans l'esprit de ses enfants le mot Peter. Elle a entendu parler de ce Peter Pan durant son enfance, mais maintenant qu'elle est adulte, elle n'y croit plus. Monsieur Darling dit à sa femme de laisser tomber ces histoires, car il pense que ça passera à ses enfants. Pourtant un matin, Madame Darling trouve des feuilles sur le sol de la chambre de ses enfants, qui n'étaient pas là lorsqu'ils se sont couchés. D'après Wendy, c'est Peter Pan qui est entré par la fenêtre sans s'essuyer les pieds. Elle le sait alors qu'elle était pourtant endormie. Le soir suivant, Nana est absente, car c'est son soir de congé. Après s'être occupée de ses enfants, Madame Darling s'endort auprès du feu. La fenêtre s'ouvre et un garçon tombe à terre. Il est accompagné d'une étrange lumière qui réveille Madame Darling. Celle-ci aperçoit Peter Pan. Madame Darling se met à hurler. Nana, qui est revenue de sa soirée, se jette sur le garçon qui parvient à s'échapper par la fenêtre. Nana n'a attrapé que son ombre. Elle accroche l'ombre à la fenêtre, car elle pense que Peter Pan va revenir récupérer son ombre. Madame Darling range l'ombre dans un tiroir en attendant d'en parler à son mari. Une semaine plus tard, c'est le drame. Les enfants ne sont plus dans la maison. Monsieur Darling, Madame Darling et Nana se sentent tous responsables de ce qu'il s'est passé. Ils se remémorent la dernière soirée qu'ils ont passée avec leurs enfants, soirée qui avait pourtant commencé si tranquillement. Dans la soirée, Nana a fait prendre son bain à Michael. Madame Darling est arrivée avec sa robe de soirée blanche. Wendy et John s'amusaient à se faire naître. Monsieur Darling est entré dans la chambre des enfants et a demandé à Madame Darling de l'aide pour nouer sa cravate. Alors que Monsieur Darling dansait avec Michael sur son dos, ils ont percuté Nana. Le pantalon de Monsieur Darling était plein de poils. Madame Darling a parlé de Peter Pan à son mari et lui a montré l'ombre de celui-ci. L'ombre a fait mauvaise impression sur Monsieur Darling. Michael ne voulait pas prendre le médicament que lui donnait Nana. Monsieur Darling a fait croire que prendre des médicaments n'a jamais été difficile pour lui. Il a voulu montrer l'exemple à son dernier fils, mais il a dit avoir perdu la bouteille. Wendy savait où elle était, est allée la chercher et l'a apportée à son père. Michael et Monsieur Darling ont attendu l'un l'autre que l'autre prenne le médicament le premier. Wendy a proposé qu'ils prennent le médicament en même temps. Monsieur Darling n'a pas pris son médicament, l'a versé dans le bol de Nana et l'a fait boire à la chienne. Nana et Madame Darling ont découvert la supercherie. Parce que Wendy a serré Nana dans ses bras, Monsieur Darling en a conçu de la jalousie et a attaché Nana dans la cour. Les enfants ont été couchés. Madame Darling se doutait qu'il allait se passer quelque chose, mais elle s'est tout de même rendue à la soirée avec son mari. Les étoiles ont dit à Peter d'entrer en action. Une petite fée lumineuse nommée Clochette fouille les tiroirs des enfants à la recherche de l'ombre de Peter Pan. Peter vient peu après et demande à Clochette où est son ombre. Clochette lui répond grâce à des tintements de clochette, paroles que Peter est capable de comprendre. Peter retrouve son ombre, mais il oublie qu'il a enfermé Clochette dans un tiroir. Peter ne parvient pas à recoller son ombre à lui, ce qui le fait pleurer. Wendy est réveillée. Peter et Wendy se présentent l'un à l'autre. Nous apprenons que Peter Pan s'appelle tout simplement comme ça, qu'il habite la 2e à droite et tout droit jusqu'au matin et qu'il n'a pas de mère. Ayant compris que l'ombre s'est détachée de Peter, Wendy coud l'ombre à son nouvel ami. Peter Pan est arrogant en oubliant l'aide de Wendy. Boudeuse, Wendy va se coucher. Peter lui dit qu'une fille vaut mieux que 20 garçons. Il parvient à se faire pardonner. Lorsque Wendy veut lui donner un baiser, on s'aperçoit que Peter ne sait pas ce que c'est. En guise d'échange de baisers, Wendy lui donne un dé à coudre et Peter lui donne un bouton qu'elle portera autour de son cou. Peter ne sait pas non plus quel âge il a. Il dit s'être enfui de chez ses parents le jour de sa naissance, car ses parents parlaient de ce qu'il deviendrait lorsqu'il sera un homme, alors que Peter ne voulait pas grandir. Il a vécu dans un jardin où il a connu des fées. À chaque fois qu'un enfant dit qu'il ne croit plus aux fées, une fée meurt quelque part. Peter part à la recherche de Clochette. Il se rend compte qu'il l'a enfermée dans un tiroir de la commode. Clochette est en colère d'avoir été enfermée et ne veut pas devenir la fée de Wendy qu'elle insulte. Peter dit vivre avec des garçons perdus qui sont des garçons qui sont tombés de leur poussette et qui n'ont pas été réclamés dans les 7 jours. Peter est leur capitaine. Dans son groupe, il n'y a pas de filles. Ayant appris que John méprise les filles, Peter jette John hors de son lit, ce qui ne le réveille même pas. Wendy demande de nouveau à être embrassée par Peter. Ce dernier lui redonne le dé à coudre.
Jalouse, Clochette tire les cheveux de Wendy. Nous apprenons que Peter venait à la fenêtre de Wendy afin d'écouter les histoires racontées par Madame Darling, car il n'en connaît pas et les enfants perdus non plus. Peter parle de l'histoire de Cendrillon, dont il a en partie entendu parler. Wendy lui raconte le fin de l'histoire. Peter s'apprête à partir pour raconter la fin de l'histoire au garçon perdu, mais Wendy le retient en lui disant qu'elle connaît d'autres histoires. Peter veut emmener Wendy avec lui afin qu'elle raconte les histoires aux autres garçons. Wendy pense à sa mère et au fait qu'elle ne sache pas voler. Peter propose à Wendy de lui apprendre à voler dans les airs. Avec ses arguments, il essaie de pousser Wendy à le suivre. Wendy réveille John et Michael afin que Peter leur apprenne à eux aussi à voler. Quand une lumière se fait voir, John donne l'alerte. La domestique Lisa et Nana entrent dans la chambre dans laquelle les 3 enfants font semblant de dormir. Lisa dit à Nana qu'elle a eu tort de s'inquiéter. La chienne est tout de même encore inquiète quand elle entend Michael respirer trop fort. Nana est de nouveau attachée dehors. Elle rompt sa chaîne et va à la fête chercher Monsieur et Madame Darling. Peter parvient à voler dans la chambre, mais ce n'est pas le cas des 3 enfants. Selon Peter, pour voler, il faut avoir des pensées merveilleuses et adorables. Même en suivant ce conseil, les 3 enfants n'y arrivent toujours pas. Peter leur souffle dessus de la poussière de fée. Les enfants parviennent à s'envoler dans la pièce. Nana et les Darling aperçoivent de la lumière dans la chambre des enfants et 4 ombres derrière le rideau. Peter, Wendy, John et Michael passent par la fenêtre. Quand Nana et les Darling entrent dans la chambre, il est trop tard. Peter, Wendy, John et Michael sont en train de voler. John et Michael sont incapables de dire depuis combien de temps ils volent. Peter les nourrit en volant de la nourriture humaine dans les becs des oiseaux. Quand ils s'endorment, ils tombent, mais Peter Pan les rattrape toujours au dernier moment. John trouve que Peter frime lorsqu'il joue à Suivez mon guide. Michael voudrait repartir, mais les enfants ne connaissent pas le chemin du retour. Ils ne peuvent pas non plus continuer seuls, car ils ont des difficultés à se nourrir et car ils se cognent souvent aux nuages. Peter s'absente parfois pour de courtes escapades qu'il oublie aussitôt. Une fois, il a même oublié Wendy. Au bout de plusieurs lunes, le groupe parvient au pays imaginaire. Les enfants retrouvent les éléments dont ils avaient rêvé précédemment. L'île est plongée rapidement dans l'obscurité. Ils ont des difficultés à débarquer. Peter propose à John soit de prendre le thé, soit de tuer un pirate qui dort dans la pampa juste au-dessous d'eux. John préfère prendre le thé d'abord. Peter a déjà tué des tonnes de pirates. Le capitaine des pirates s'appelle Crochet. Peter lui a coupé sa main droite. Depuis, le capitaine porte un crochet à la place. La lumineuse Clochette vole autour du groupe, ce qui le fait repérer par les pirates qui ont sorti le gros canon appelé Long Tom. Peter ne veut pas dire à Clochette de s'éloigner, puisqu'elle a peur. Peter cache la fée dans le chapeau de John, qui finit dans les mains de Wendy. Quelque temps plus tard, les pirates tirent avec le canon. Personne n'est touché. John et Michael sont ensemble, tandis que Peter et Wendy ont été emportés ailleurs. La fée Clochette sort du chapeau et entraîne Wendy à sa perte à cause de sa jalousie. Avec l'arrivée de Peter, l'île se réveille. Les garçons perdus sont à la recherche de Peter. Les pirates sont à la recherche des garçons perdus, les peaux rouges sont à la recherche des pirates, et les bêtes sont à la recherche des peaux rouges. Chacun des groupes tourne en rond autour de l'île. S'ils marchent tous au même rythme, ils ne doivent pas se rencontrer. Les garçons perdus sont au nombre de 6, nombre qui évolue lorsqu'ils se font tuer ou lorsque Peter en élimine car ils ont grandi. Ils portent les peaux d'ours qu'ils ont tués. Les garçons perdus s'appellent Tootles, Nibs, Slightly, Curly et les jumeaux. À la suite des enfants perdus, se trouvent les pirates. Ces derniers sont nombreux. Parmi eux, nous pouvons noter la présence de Seco, de Bill Jukes, de Starkey, de Skylights et du maître d'équipage Smee. James Crochet est installé dans un char tiré par ses hommes. Cet homme a de longues boucles noires et des yeux bleus. Sur un coup de tête, il tue avec son crochet un de ses hommes nommé Skylight. Sur la piste des pirates, arrivent les peaux rouges. Parmi ceux-ci se trouvent Great Big Little Panther et Lily la tigresse. Viennent ensuite les bêtes, lions, tigres, ours et les innombrables petites créatures sauvages mangeurs d'hommes. À leur suite, se trouve un crocodile gigantesque. Les garçons perdus s'arrêtent sur la pelouse. Ils aimeraient que Peter soit de retour et leur parle de Cendrillon. Ils parlent de leur mère, ce qui est un sujet interdit par Peter. Quand ils entendent les pirates approcher, ils se cachent dans leur demeure souterraine dont les entrées se trouvent dans sept grands arbres. Tous le font, sauf Nibs parti en reconnaissance. Starkey qui l'a vu, s'apprête à lui tirer dessus, mais Crochet l'en empêche, car le bruit va attirer les peaux rouges sur eux. Smee propose de chatouiller le garçon avec un coutelas, mais Crochet refuse. Il lui faut les 7 garçons et il lance ses hommes à leur recherche. Le capitaine Crochet et Smee restent ensemble. En entendant le mot Peter, Crochet dit vouloir le retrouver. Peter Pan lui a coupé son bras et l'a donné au crocodile. Depuis,
Le crocodile n'arrête pas de poursuivre Crochet afin de manger le reste de son corps. Crochet a toujours échappé au crocodile grâce au tic-tac qu'il fait depuis qu'il a avalé une horloge. Après que Crochet se soit assis sur un champignon, il remarque que le champignon cachait la cheminée de la maison souterraine. Crochet et Smee voient les trous dans les 7 arbres. Le capitaine veut que l'on prépare un gros gâteau empoisonné que l'on installera sur la rive du lagon des sirènes où les garçons vont fréquemment. Crochet et Smee sont dérangés par les tic-tac, ce qui signifie que le crocodile s'approche. Nibs, poursuivi par des loups, rejoint les autres enfants. Pensant à ce que ferait Peter dans cette occasion, les garçons se mettent à fixer à travers leurs jambes les loups qui finissent par s'enfuir. Nibs dit qu'il a vu dans le ciel un oiseau blanc qui répète les mots « pauvre Wendy ». Clochette dit aux garçons que Peter souhaite qu'il tire sur Wendy. Tootles tire, avec son arc, une flèche qui transperce la poitrine de Wendy. Les garçons perdus se rendent compte que ce n'était pas un oiseau qui a été tué, mais une dame que Peter leur a amenée. Ils entendent Peter venir à eux. Ils décident de cacher le corps. Peter est étonné du silence des garçons perdus. Tootles décide de montrer le corps et se désigne comme étant le coupable. Alors que Peter veut frapper Tootles avec la flèche, Wendy l'en empêche en levant son bras. Wendy est encore en vie. Elle a été sauvée par le bouton accroché à sa chaîne. Clochette pleure, car Wendy est vivante. Les garçons racontent à Peter le crime de Clochette. Peter dit à Clochette de se tenir éloignée pour toujours, puis, après l'intervention de Wendy, durant une semaine. Ne voulant pas déplacer Wendy, Peter et les garçons perdus décident de construire une maison autour de Wendy. John et Michael retrouvent Peter. Ils doivent eux aussi aider à construire la maison. Peter envoie Slightly chercher un médecin. Slightly revient en portant le chapeau de John et se fait passer pour un médecin. Il fait semblant de guérir Wendy. Dans son sommeil, Wendy dit quel genre de maison elle aimerait avoir. Peter et les garçons satisfont ses désirs comme ils le peuvent. Ils finissent de construire la maison. Lorsque Peter frappe à la porte, Wendy lui ouvre. Les enfants perdus déclarent être les enfants de Wendy et ils veulent que Wendy soit leur mère. Elle accepte. Elle fait entrer les garçons dans la maison et leur finit l'histoire de Cendrillon. Wendy les borde, puis elle s'endort dans la petite maison. Peter la garde un instant, puis, lui aussi, s'endort. Peter mesure Wendy, John et Michael afin de leur trouver un arbre creux qui leur convienne. Une fois fait, ils parviennent à entrer et à sortir de la maison souterraine. À l'intérieur se trouve une grande pièce qui comporte une table qui est une porte, des tabourets qui sont des champignons, une cheminée et un lit dans lequel les garçons dorment. Wendy a placé le plus jeune, c'est-à-dire Michael, dans un panier. Un renfoncement dans un mur correspond à l'appartement de la fée Clochette. Wendy est sans cesse occupée et ne sort pratiquement jamais. Elle s'occupe de la cuisine, même s'il n'y a rien dans le chaudron. Une fois les garçons couchés, elle s'occupe de couture. Elle se soucie peu de son père et de sa mère, qui, elle le pense, garde la fenêtre de la chambre ouverte afin qu'elle puisse revenir. John se souvient vaguement de ses parents, et Michael les a complètement oubliés. Wendy pose des questions à ses frères afin de les forcer à se souvenir. Peter joue à un jeu qui consiste à avoir une vie sans aventure, c'est-à-dire la vie que menaient John et Michael avant leur arrivée au pays imaginaire. Peter s'absente, vit des aventures, mais une fois rentré à la maison, il ne s'en souvient pas toujours. Plusieurs faits sont succinctement racontés. Lors d'un combat, il arrive que Peter change de camp. Lui et les garçons perdus deviennent des peaux-rouges, tandis que les peaux-rouges n'ont pas d'autre choix que de devenir les garçons perdus. Une nuit, les peaux-rouges ont attaqué la maison souterraine, mais sont restés bloqués dans les arbres. Peter a sauvé Lily la tigresse dans le lagon des sirènes et a fait d'elle son allié. Wendy n'a pas laissé les enfants manger le gâteau cuisiné par les pirates, si bien qu'il est devenu dur et a servi de projectile. Peter a donné l'ordre de ne pas toucher au nid de l'oiseau imaginaire qui était tombé dans l'eau. Clochette a tenté de faire transporter Wendy endormie sur une feuille flottante. Les lions n'ont pas osé franchir une ligne que Peter avait tracée autour de lui. Parmi tous ces faits, ce sera l'histoire du lagon qui sera décrite en détail. Les enfants passent souvent de longues journées d'été sur le lagon dans lequel des sirènes habitent. Lorsque Wendy tente d'approcher les sirènes, elles s'en vont et l'éclaboussent intentionnellement. Le seul à pouvoir leur parler est Peter. Tandis que Peter et les garçons font la sieste sur le rocher des marrons, Wendy s'occupe à broder. Le soleil disparaît et le lagon devient redoutable et hostile. Elle ne réveille pas Peter et les garçons, car elle ne veut pas déroger à la règle selon laquelle il faut faire une sieste d'une demi-heure après le déjeuner. Peter se réveille le premier et réveille les garçons. Il dit que les pirates arrivent. Il donne l'ordre de plonger. Dans un canot, se trouvent Smee, Starkey et Lily la tigresse. Cette dernière est ligotée et va être abandonnée sur le rocher pour y périr. Elle a été capturée alors qu'elle était à l'abordage du bateau pirate. Peter prend la voie de Crochet. Il ordonne de couper les cordes et de laisser partir Lily la tigresse. Smee et Starkey décident d'obéir aux ordres. Lily la tigresse s'enfuit.
Le vrai Crochet arrive vers le canot. Une fois dans le canot, Crochet dit que la partie est finie puisque les garçons ont trouvé une mère. Smee a l'idée de faire de Wendy la mère des pirates. Pour cela, Crochet a pour idée de kidnapper les enfants, de les porter jusqu'au bateau et de faire marcher les garçons sur une planche. Le capitaine apprend que les deux pirates ont laissé partir Lily la tigresse, car ils ont obéi à ce qu'ils croyaient être un ordre de leur capitaine. Crochet s'adresse à l'esprit qui hante le lagon. Peter lui répond. Il se fait passer pour James Crochet, capitaine du Jolly Roger. Lorsque Crochet demande à la voix qui il est lui, Peter répond qu'il est une morue. Crochet pose plusieurs questions, et Peter révèle qu'il est un garçon merveilleux et qu'il est ici. Les pirates ne devinent pas qui il est. Peter finit par révéler sa véritable identité. Crochet donne l'ordre d'amener Peter mort ou vif. Peter lance les garçons sur les pirates. Les garçons se battent contre Smee et Starkey. Peter et Crochet se retrouvent sur le rocher. Peter s'apprête à donner un coup de couteau à Crochet, mais il remarque que son ennemi est plus bas que lui. Lorsqu'il tend sa main à Crochet, le capitaine le mord. Peter ne peut plus agir, car il est stupéfait par l'injustice. Crochet le griffe 2 fois. Cependant, le capitaine est obligé d'abandonner le combat, car le crocodile avance vers lui. Les garçons ne retrouvent pas Peter et Wendy et décident de retourner chez eux. Peter place Wendy, qui s'est évanouie, sur le rocher. L'eau monte et Peter et Wendy vont se noyer. Wendy ne peut pas nager ou voler jusqu'à l'île sans l'aide de Peter. Ce dernier, depuis qu'il est blessé, ne peut plus nager ou voler. Le cerf-volant de Michael s'approche d'eux. Peter accroche le cerf-volant à Wendy et la laisse partir seule. Peter reste sur son rocher. Les sirènes se retirent dans leur chambre. L'eau continue de monter. L'oiseau imaginaire, placé sur son nid qui navigue sur l'eau, se déplace vers Peter, mais ne parvient pas à l'atteindre. L'oiseau souhaite que Peter nage jusqu'au nid, entre dedans et se laisse dériver jusqu'au rivage. Malheureusement, Peter et l'oiseau ne parlent pas la même langue et ne se comprennent pas. Énervés, ils en oublient les bonnes manières. L'oiseau parvient à projeter son nid contre le rocher, puis s'envole. Peter comprend alors ce qu'il doit faire. Il dépose les 2 œufs de l'oiseau imaginaire dans le chapeau de Starkey. Peter monte dans le nid, utilise un bâton pour faire un mât et sa chemise pour faire une voile. L'oiseau revient couver ses œufs dans le chapeau. Peter parvient à débarquer. Il revient à la maison souterraine à peu près en même temps que Wendy. Puisqu'il est tard, Wendy ordonne aux garçons d'aller au lit. Car Peter a sauvé Lily la tigresse, les Indiens deviennent amis avec Peter. Les Indiens surveillent la maison souterraine, en attente d'une attaque des pirates. Ils surnomment Peter le grand-père blanc. Le soir de la nuit des nuits, Peter sort chercher le crocodile afin de savoir quelle heure il est. Wendy et les garçons prennent un thé imaginaire. Ce soir, les enfants sont bruyants et turbulents. Wendy dit que Peter est le père des garçons. Les garçons se dénoncent les uns les autres. Peter entre. Il appelle Wendy « vieille dame », car selon Michael, c'est comme cela que l'on appelle les mères. Les garçons perdus veulent danser, et veulent que Peter et Wendy dansent avec eux. Peter est heureux de son train de vie. Wendy trouve que Curly ressemble à Peter, et Peter trouve que Michael ressemble à Wendy. Cette dernière estime que les garçons sont leurs enfants à elle et à Peter. Quant à Peter, il n'a pas vraiment l'impression d'être leur père, et il n'a pas vraiment l'impression que les garçons soient ses enfants. Il se considère comme un fils dévoué envers Wendy. Il ne comprend pas le lien qu'il attache à Lily la tigresse, qui ne veut pas être sa mère. Clochette ne veut pas non plus être sa mère. Wendy, Peter et les garçons ont encore une heure de bonheur. Ils dansent, ils chantent et se battent avec des oreillers. Les garçons et Peter s'apprêtent à écouter l'histoire du soir de Wendy. Wendy commence à raconter son histoire. Elle est dérangée par les interventions et questions des garçons. Wendy raconte sa propre histoire. Elle essaie de leur faire comprendre la tristesse des parents suite à la disparition de leurs enfants. Selon Wendy, l'amour maternel est grand. Elle raconte que sa mère laisse la fenêtre ouverte afin que ses enfants puissent revenir. Dans le futur, Wendy s'imagine avec ses 2 frères à Londres et non plus au pays imaginaire. Peter n'apprécie pas cette histoire. Il dit que lorsqu'il est retourné voir sa mère, la fenêtre était barrée et qu'il y avait un autre petit garçon dans son lit. Il pense que sa mère l'a oublié. John et Michael demandent à rentrer à la maison et Wendy veut rentrer tout de suite chez elle. Elle demande de l'aide à Peter, à qui cette décision ne plaît pas, mais qui décide de ne pas montrer ses vraies émotions. Peter part de la maison souterraine. Il est furieux contre les adultes qui, comme d'habitude, gâchent tout. Les garçons perdus ne souhaitent pas laisser partir Wendy, mais ils savent que l'on ne peut pas retenir une fille au pays imaginaire contre son gré. Peter revient. Il dit que les peaux rouges vont guider Wendy à travers les bois. Il souhaite que Clochette amène Wendy de l'autre côté de la mer. Clochette refuse. Peter la force à se lever. Wendy pense que ses parents adopteront les garçons perdus et Peter s'ils viennent avec elle. Les garçons perdus demandent l'autorisation à Peter,
qui accepte. Par contre, Peter refuse de partir avec Wendy. Les garçons perdus se mettent à douter de leur départ. Au moment du départ, les pirates attaquent les Peaux-Rouges. Les pirates surprennent les Peaux-Rouges, alors que normalement ce sont les Peaux-Rouges qui attaquent les premiers avec ruse les Blancs. Les pirates fondent sur eux, qui selon leur tradition, ne montrent pas de signe de surprise. Ils prennent leurs armes, mais c'est trop tard. C'est un massacre. Les meilleurs éléments de la tribu périssent. Crochet veut avant tout la peau de Peter Pan. Il porte de la haine envers Peter à cause de son arrogance. Il tente de faire placer certains de ses hommes à l'intérieur des arbres. Dans la maison souterraine, les habitants ne savent pas quel clan a gagné. Peter dit que s'ils entendent le tam-tam, cela signifiera que les Peaux-Rouges ont gagné. Crochet, qui a entendu ces paroles, dit à Smee de battre le tam-tam. Peter et les autres pensent alors à une victoire indienne. Les enfants disent adieu à Peter. Crochet place ses hommes. Les garçons, sauf Peter, sont balancés de pirate en pirate, sont bâillonnés et attachés de manière à ne pas pouvoir s'envoler. Wendy sort la dernière. Elle est trop fascinée par Crochet pour crier. Crochet l'escorte jusqu'aux garçons. Les pirates ont du mal à ligoter Slailgtli. En effet, il a bu trop d'eau, ce qui l'a fait enfler. Afin de passer dans l'arbre, il l'a taillé à sa nouvelle corpulence. Crochet devine cela et comprend que Peter est à sa merci. Les enfants vont être menés au navire, tandis que Crochet restera seul sur place avec Peter. Les enfants sont mis dans la petite maison qui est transportée par les pirates. Crochet ne sait pas ce qu'il se passe exactement dans la maison souterraine. Il passe par l'arbre de Slailgtli. Crochet entre dans la maison. Peter est en train de dormir dans le grand lit. Crochet pense un temps à s'en aller, mais l'arrogance de Peter le fait rester. Crochet aperçoit le médicament que Peter n'a pas pris pour défier Wendy et il y ajoute 5 gouttes de son poison. Il s'en va en repassant par l'arbre. Peter est réveillé le lendemain matin par quelqu'un qui frappe à la porte de son arbre. C'est Clochette. Elle lui annonce que Wendy et les garçons ont été capturés. Peter veut sauver Wendy, mais auparavant, il veut boire son médicament. Clochette lui dit qu'elle sait que Crochet l'a empoisonné, mais Peter ne la croit pas. Afin d'empêcher Peter de s'empoisonner, Clochette boit le médicament. Elle se sent rapidement mal. Elle pourra guérir si les enfants croient aux fées. Peter demande à ceux qui croient au pays imaginaire s'ils croient aux fées. Certains répondent. Clochette est sauvée. Peter part au secours de Wendy. Il décide de se déplacer, non pas en volant, mais en marchant. Il ne sait pas où se trouvent Wendy et les garçons. Les pirates ont porté la maison jusqu'au bateau nommé le Joli Roger. Crochet a tout ce qu'il souhaite. Il pense que Peter est mort et les garçons vont bientôt marcher sur la planche. Toutefois, il se sent abattu, car même parmi ses hommes, il se sent seul. Ils lui sont socialement inférieurs. Le capitaine a un pressentiment de mort imminente. Il n'a pas d'enfant pour l'aimer, alors que les enfants trouvent Smee adorable et ils se demandent pourquoi. Crochet reprend de l'énergie, après que les pirates se soient mis à danser. Il fait sortir les garçons de la cale, sauf Wendy. Crochet veut les faire monter sur la planche, mais il dit avoir besoin de 2 mousses. Des garçons perdus disent que leur mère n'aurait pas aimé qu'ils deviennent des pirates. John et Michael refusent également. Tous les garçons vont donc monter sur la planche. Wendy est amenée afin qu'elle assiste à la mort des garçons. Elle dit aux garçons que leur vraie mère aimerait qu'ils meurent comme des gentlemen. Wendy est attachée au mat. On entend un tic-tac, ce qui signifie que le crocodile approche et qu'il va grimper sur le navire. Crochet prend peur et se cache. Ce n'est pas le crocodile qui aborde, mais Peter. Quand il était à l'extérieur, Peter a croisé le crocodile qui ne faisait plus tic-tac, sans doute car le temps était écoulé. Peter a décidé de faire tic-tac pour que les bêtes sauvages le laissent passer. À cause du bruit, le crocodile suit Peter. À force de faire le tic-tac, Peter ne se rend même plus compte qu'il le fait. Il monte sur le bateau et fait peur aux pirates. Peter et John s'en prennent déjà au quartier-maître et le jettent à l'eau. Quand il n'entend plus le tic-tac, Crochet reprend confiance et souhaite de nouveau faire marcher les garçons sur la planche. Il veut faire toucher aux enfants le chat à 9 queues. Il envoie Jux le chercher dans la cabine, là où se trouve Peter. Un cri se fait entendre dans la cabine. Seco, qui est entré dans la cabine, dit que Jux est mort. Crochet force Seco à retourner dans la cabine, alors qu'il est apeuré. Peu après, on entend un nouveau cri. Crochet force Starkey à se rendre à la cabine, mais Starkey résiste. C'est une mutinerie pour Crochet. Afin de ne pas affronter Crochet, Starkey se jette à la mer. Crochet décide de se rendre lui-même à la cabine. Il en ressort en titubant et sans sa lanterne. Il dit que Seco est lui aussi mort. Crochet ne veut plus retourner dans la cabine, si bien que les pirates pensent que le bateau est maudit. Crochet fait enfermer les garçons dans la cabine. Dans la cabine, Peter parvient à libérer les enfants de leur chaîne.
Il détache également Wendy du mât et prend sa place en se faisant passer pour elle, enveloppée dans une cape. Quand les pirates entendent crier la fausse Wendy, ils pensent que les garçons sont eux aussi morts. Crochet dit qu'ils n'ont pas de chance, car il y a une femme à bord. Les pirates s'apprêtent à jeter Wendy à l'eau, quand Peter révèle sa vraie identité. Les garçons et Peter se battent avec les pirates. Ils tuent les pirates un à un. Il ne reste plus que Crochet. Peter veut se battre en duel avec lui. Ils se battent à l'épée. Sachant que le combat est perdu, Crochet veut faire exploser la poudrière afin de mettre en pièces le navire. Cependant Peter jette l'explosif par-dessus bord. Crochet monte sur le bastingage. Peter lui donne un coup de pied afin de le jeter dans l'eau, tout comme Crochet le souhaitait. Crochet est mangé par le crocodile. Seuls 2 pirates ont la vie sauve, Starkey et Smee. Wendy redevient une mère. Elle couche les garçons sur les couchettes des pirates. Les garçons, dont Peter, se prennent pour des pirates et s'attribuent des rôles. Peter est devenu le capitaine du navire. Il devient avec les garçons comme Crochet était avec ses hommes. Wendy est en train de lui préparer un costume fait avec les vêtements de Crochet. Une fois le costume mis, Peter agit comme Crochet. Wendy, John et Michael s'imaginent quel sera leur retour auprès de leur mère, de leur père et de Nana. Ils doivent rentrer un jeudi dans 10 jours. À la maison des Darling, les lits sont aérés, la fenêtre est ouverte et Madame Darling ne quitte plus la maison. Puisque Monsieur Darling s'en veut d'avoir attaché Nana la nuit de la disparition de ses enfants, il se place de lui-même dans la niche. Madame Darling est attristée de la disparition de ses enfants. Elle dit à Nana qu'elle a rêvé de leur retour. Après le retour du mari à la maison, Monsieur Darling demande à sa femme de fermer la fenêtre, mais Madame Darling veut la laisser ouverte pour ses enfants. Monsieur Darling s'endort. Peter et Clochette entrent dans la maison. Peter veut que Clochette barre la fenêtre, afin que Wendy pense que sa mère lui a interdit l'entrée et qu'elle rentre avec lui. Après avoir vu Madame Darling pleurer, Peter ouvre la fenêtre. Peu de temps plus tard, Wendy et ses 2 frères rentrent par la fenêtre. Michael a oublié sa maison. Tous les 3 regardent dans la niche espérant voir Nana, mais ils voient leur père endormi. Ils entendent leur mère jouer de la musique. Les enfants décident d'aller dans leur lit et d'attendre que Madame Darling vienne à eux. Lorsque Madame Darling entre dans la chambre, elle pense qu'elle voit ses enfants en rêve. Ce n'est qu'après que ses 3 enfants l'aient appelée, qu'elle se rend compte de la réalité de la chose. Elle réveille son mari et Nana entre dans la pièce. Ils se retrouvent tous. Peter observe la scène de la fenêtre. Les 6 garçons perdus se présentent devant Madame Darling afin de se faire adopter. Madame Darling les accepte, mais Monsieur Darling dit que 6 enfants, ça fait beaucoup. Après avoir reçu les critiques de sa femme et de sa fille et s'être plaint de ne pas avoir été consulté, il accepte également. Monsieur Darling place les enfants perdus dans le salon. Peter dit au revoir à Wendy et dit vouloir partir. Madame Darling propose de l'adopter, mais Peter ne veut pas aller à l'école et ne veut pas devenir un homme. Peter a pour projet de vivre avec Clochette, dans la maison construite pour Wendy qui sera placée en haut d'un arbre par les fées. Alors que Madame Darling pensait que toutes les fées étaient mortes, Wendy dit qu'il en est une à chaque fois qu'un bébé rit. Afin que Peter ne soit pas complètement seul, Madame Darling dit qu'elle laissera Wendy aller chez lui 1 semaine par an afin de faire un ménage de printemps. Cette proposition plaît à Peter qui n'a aucune notion du temps. Wendy a peur que Peter l'oublie avant la date fixée, mais Peter lui promet que non. Peter reçoit un baiser de la part de Madame Darling. Les enfants perdus sont placés à l'école. Ils regrettent leur île, mais c'est trop tard maintenant. Ils deviennent ordinaires et perdent peu à peu leur capacité à voler. Au bout d'une année, Peter vient chercher Wendy et ils s'envolent ensemble. Peter ne se souvient plus de Crochet et de la fée Clochette. Ensemble, ils font un ménage de printemps. La seconde année, Peter ne vient pas chercher Wendy alors que celle-ci l'attend. Il revient l'année d'après. Wendy grandit malgré elle. Peter retrouve Wendy alors que celle-ci est mariée. Les garçons perdus ont eux aussi grandi et occupent différents emplois. Wendy a une fille nommée Jen et elles habitent la même maison que celle qu'habitait Wendy durant son enfance. Madame Darling et Nana sont décédées. Lorsque c'est au tour de Wendy de garder sa fille, elle lui raconte en détail ses aventures avec Peter, même si celles-ci lui paraissent lointaines maintenant. Jen dit entendre Peter chanter lorsqu'elle dort. Un soir, Wendy assiste à l'arrivée de Peter dans la chambre de sa fille. Il est toujours un petit garçon. Il aimerait que Wendy s'envole de nouveau avec lui, cependant elle dit avoir oublié comment voler. Lorsqu'elle allume la lumière, Peter se rend compte que Wendy a grandi. Il en sanglote. Ne pouvant plus consoler Peter, Wendy sort de la pièce. Les pleurs réveillent Jen. Lorsque Wendy revient dans la pièce, elle constate que Peter a appris à Jen à voler. Peter s'en va. Après avoir tenté de retenir sa fille, Wendy les laisse tout de même partir. Wendy vieillit et Jen devient à son tour une adulte. Jen a une fille prénommée Margaret qui, elle aussi, reçoit les visites de Peter quand vient le moment du ménage de printemps. La tradition se transmet indéfiniment de mère en fille.
Les deux personnages principaux de ce roman sont Peter et Wendy. Peter est un garçon sans âge. Il ne sait pas lui-même quel âge il a. C'est un garçon qui ne grandit pas. Le personnage ne comporte aucun changement tout au long de la rencontre avec Wendy. Il n'a toujours pas changé lorsqu'il rencontre Jane, la fille de Wendy. Si le physique ne bouge pas d'un cran, c'est aussi le cas de ses idées. Peter nous raconte qu'à peine né, il s'est enfui de chez lui, car ses parents ont parlé de ce qu'il serait une fois qu'il allait être un homme. Ce refus de grandir apparaît également lorsque Madame Darling propose à Peter de l'adopter. Peter refuse car il ne veut pas aller à l'école et ne veut pas devenir un homme. Alors que la plupart des enfants rêvent de devenir plus grands, Peter est à leur antipode en refusant de grandir. Peter ne peut pas s'empêcher de voir négativement les mères. Dès la première rencontre avec Wendy, il dit n'avoir pas de mère, ne pas en avoir le moindre désir et il pense que les mères sont surestimées. Nous apprenons que Peter interdit aux enfants perdus de parler de leur mère. Cependant, dès que Peter s'absente, c'est un sujet dont parlent les garçons perdus. Plus loin, Peter n'aime pas lorsque Wendy parle de ses histoires de mère. C'est à cette occasion qu'il révèle que lorsqu'il a cherché sa mère, il a trouvé la fenêtre de sa chambre barrée et un autre petit garçon dans son lit. L'absence de mère a des conséquences sur Peter. Tout d'abord, Peter s'appelle tout simplement Peter Pan. Il n'a pas de nom plus long comme Wendy, qui dit s'appeler Wendy Moira Angela Darling. Peter n'a pas non plus de véritable adresse car il n'a pas de foyer familial. Il dit habiter la 2e à droite et tout droit jusqu'au matin. Peter ne sait pas non plus en quoi consiste le fait d'être embrassé par quelqu'un ou d'embrasser quelqu'un. Peter et Wendy se contentent de se passer un dé à coudre et un bouton. Le premier vrai bisou provient de Madame Darling qui embrasse Peter au moment de son départ au chapitre 17. C'est le bisou d'une vraie mère et non pas un simulacre comme celui de Wendy. Tout en voulant en entendre le moins possible sur les mères, Peter a besoin d'une mère. Peter ne connaît pas d'histoire puisqu'aucune mère ne lui en a raconté. Pour combler ce manque, il est obligé d'aller à la fenêtre de Wendy et entendre les histoires que Madame Darling raconte à ses enfants. Le fait de faire venir Wendy au pays imaginaire est aussi un signe évident de son besoin de mère. Wendy s'identifie comme étant la mère des garçons et identifie Peter comme étant le père. Ce n'est pourtant pas la vision de Peter, qui s'identifie comme le fils dévoué de Wendy. Peter ne souhaite pas que Wendy parte. Lorsqu'elle doit partir, au chapitre 11, Peter est déçu, mais il cache son réel sentiment sous de l'indifférence. Avant que Wendy ne rentre définitivement chez elle, Peter vient à la maison des Darling afin de barrer la fenêtre, dans le but final que Wendy ne puisse pas revenir chez elle et reparte avec lui. Peter est montré comme un garçon ayant une haute opinion de lui-même. Après que Wendy ait accroché l'ombre à Peter, Peter s'exclame « Comme je suis intelligent ». Il se félicite de son intelligence, alors qu'il n'a rien fait et oublie le travail de Wendy. Après avoir contrefait la voie de Crochet, il juge qu'il est une merveille. Peter est également un garçon qui oublie très rapidement. Ainsi, lors de sa visite dans la chambre de Wendy, Peter oublie Clochette dans un tiroir. Lors du vol en allant vers l'île imaginaire, il oublie un temps Wendy. Peter vit diverses aventures annexes, mais il est incapable de les raconter car il les oublie très rapidement. Dans le dernier chapitre, nous apprenons qu'il a même oublié Crochet et Clochette. Un autre point négatif de Peter est la dureté qu'il a envers les enfants perdus. Si l'un devient à grandir, Peter le tue. Peter s'apprêtait à tuer Tootles après que celui-ci ait tiré sur Wendy. Il est montré comme un barbare lorsqu'il a coupé la main de Crochet et l'a donné à manger au crocodile. Peter est montré comme étant le leader du groupe. Lors de la construction de la cabane de Wendy, Peter travaille peu et donne surtout des ordres. Les garçons obéissent aveuglément aux ordres de Peter. Car Tootles croit que Peter a ordonné de tirer sur Wendy qu'il prend pour un oiseau blanc, il tire. Déjà dur envers les garçons perdus, il finira par devenir comme était Crochet envers ses hommes quand il habitera sur le navire à la place de Crochet. Malgré ses défauts, Peter a tout de même des qualités. Par exemple, lorsqu'il se bat avec Crochet, il souhaite que son adversaire ne soit pas dans une position défavorable par rapport à la sienne. Lorsqu'il remarque que Crochet est en contrebas par rapport à lui, il lui tend la main, ce qui a failli lui être fatal. Lorsqu'il survole l'île avec John, il propose de tuer un pirate, mais il veut réveiller le pirate auparavant. Peter fait un grand sacrifice en ouvrant la fenêtre de la chambre des enfants des Darling. Après avoir vu pleurer Madame Darling, il accepte finalement de ne pas garder Wendy à ses côtés, mais de le rendre à sa mère. Sans qu'il s'en rende compte, Peter attire les femmes. Il attire tout d'abord Wendy, qui cherche par 2 fois à l'embrasser, alors que c'est pour la première fois qu'elle voit Peter tandis qu'elle est éveillée. Dans sa jalousie envers Wendy, Clochette exprime aussi son amour envers Peter. Clochette empêche une embrassade entre Peter et Wendy en tirant les cheveux de Wendy. Avant l'arrivée de Wendy, Clochette était le seul élément féminin de la maison souterraine. Clochette ne peut pas s'empêcher de voir Wendy comme une ennemie et elle ira jusqu'à chercher sa mort. Peter a établi une relation singulière avec les sirènes. Il est le seul à pouvoir s'entretenir avec elles. En aspergeant d'eau Wendy, les sirènes démontrent, elles aussi, qu'elles sont jalouses de Wendy.
Lily la tigresse semble aussi liée à Peter. En effet, Peter nous dira que Lily la tigresse refuse d'être sa mère, ce qui sous-entend qu'elle aimerait avoir un autre rôle auprès de lui. Peter est un garçon qui refuse de grandir, alors que paradoxalement, il attire les éléments féminins du roman. À l'inverse de Peter, Wendy a une famille traditionnelle. Elle a un père, une mère, une nounou et 2 frères. Elle est plus âgée que John et Michael. Avant même l'arrivée de Peter Pan, elle a un instinct maternel. Ainsi, lorsque M. Darling dit avoir perdu son médicament, Wendy sait où il se trouve et va le chercher. Après que Nana ait bu le médicament de M. Darling, elle caresse la chienne, faute d'avoir un être humain à consoler. À l'arrivée de Peter Pan, elle se montre directement comme une mère. Ce sont les pleurs de Peter Pan qui ont réveillé Wendy comme les pleurs d'un bébé pourraient réveiller une mère. John et Michael, eux, ne se réveillent pas au son des pleurs et continuent de dormir. C'est Wendy qui coud l'ombre de Peter à Peter, et c'est elle qui parle du fait de repasser l'ombre. Wendy agit de suite comme une mère envers son enfant. Quand Wendy est dans la maison souterraine, elle souhaite avoir un bébé à elle. C'est pour cela qu'elle traite comme tel Michael, qui semble avoir passé l'âge. Elle place Michael non pas dans le grand lit avec les autres garçons, mais dans un panier. Tout comme Peter, Wendy n'est pas exempte de défauts. Wendy place la condition féminine au-dessus de celle masculine. Ainsi, après que Peter ait dit qu'une fille vaut mieux que 20 garçons, elle a envie d'embrasser Peter. Elle a encore envie de l'embrasser après que Peter ait fait tomber John de son lit, après avoir appris que John méprise les filles. Afin de convaincre Wendy de partir avec lui, Peter lui fait la liste des tâches ménagères que pourrait faire Wendy une fois sur place. Au lieu de rebuter Wendy, cette liste au contraire l'encourage à partir. Une fois dans la maison souterraine, les tâches de Wendy sont guère enviables. Elle fait préparer des repas, même s'il n'y a rien à manger, et doit repriser les vêtements abîmés des garçons. Wendy se plaint, mais ce ne sont pas de vraies plaintes. Au fond d'elle-même, Wendy est heureuse d'être occupée par ses tâches. Contrairement à ses 2 frères, Wendy se souvient de ses parents. Afin que John et Michael se souviennent eux aussi, elle leur pose fréquemment des questions. Wendy est l'élément qui rappelle le plus la réalité. Par exemple, elle a toujours un œil sur l'heure. C'est elle qui se plaint lorsque les enfants ne sont pas encore couchés alors qu'il est déjà tard. C'est elle qui place les garçons au lit. C'est elle aussi qui continue de suivre des règles absurdes. Par exemple, Wendy ne réveille pas Peter et les garçons quand ils sont sur le rocher des marrons, alors qu'il y a clairement danger pour la simple raison qu'il faut faire une sieste d'une demi-heure après le déjeuner. Wendy devient la mère des garçons perdus après que ceux-ci le lui aient demandé. Elle devient aussi la mère de ses propres frères. Le pirate Smith souhaite aussi que Wendy devienne la mère des pirates. L'île imaginaire contient quasiment exclusivement des personnages masculins. Il n'y a que 3 figures féminines, Wendy, la fée Clochette et Lily la tigresse. Pourtant le rôle de mère n'est demandé quasi exclusivement qu'à Wendy et n'est accepté que par Wendy. Les pirates traitent différemment Wendy des autres garçons. Alors que les garçons sont destinés à la planche, Wendy est gardée vivante et attachée au mât. Lors du kidnapping, les garçons sont balancés de pirate en pirate et sont attachés de manière à ne pas s'envoler. Le kidnapping de Wendy se passe différemment. Wendy ne crie pas, mais est subjuguée par Crochet. Ce dernier n'utilise pas la violence envers Wendy, mais lui tend son bras et l'escorte aux côtés des autres prisonniers. Dans le dernier chapitre, nous apprenons que Wendy n'est pas la seule à pouvoir voir et interagir avec Peter Pan. C'est le cas de sa fille et de sa petite-fille. Plus généralement, c'est le cas de toute la descendance féminine. Ça devait aussi être le cas de Madame Darling, puisqu'en replongeant dans son enfance, elle se rappelle vaguement d'un Peter Pan. Avoir la visite de Peter Pan est donc une tradition qui se transmet de génération en génération. Les garçons semblent en être exempts. En effet, Peter Pan n'évoque aucun souvenir à M. Darling. De plus, si John et Michael ont fait partie de l'aventure, c'est car Wendy a voulu que ses frères l'accompagnent. A shudder passed through Peter, and he sat on the floor and cried. His sobs woke Wendy, and she sat up in bed. She was not alarmed to see a stranger crying on the nursery floor, she was only pleasantly interested. "Boy," she said courteously, "why are you crying?" Peter could be exceeding polite also, having learned the grand manner at fairy ceremonies, and he rose and bowed to her beautifully. She was much pleased, and bowed beautifully to him from the bed. "What's your name?" he asked. "Wendy Moira Angela Darling," she replied with some satisfaction. "What is your name?" "Peter Pan." She was already sure that he must be Peter, but it did seem a comparatively short name. "Is that all?" "Yes," he said rather sharply. He felt for the first time that it was a shortish name. "I'm so sorry," said Wendy Moira Angela. "It doesn't matter," Peter gulped. She asked where he lived. "Second to the right," said Peter, and then straight on till morning. What a funny address. Peter had a sinking. For the first time he felt that perhaps it was a funny address. "No, it isn't,"
he said. I mean, Wendy said nicely, remembering that she was hostess, is that what they put on the letters? He wished she had not mentioned letters. Don't get any letters, he said contemptuously. But your mother gets letters. Don't have a mother, he said. Not only had he no mother, but he had not the slightest desire to have one. He thought them very overrated persons. Wendy, however, felt at once that she was in the presence of a tragedy.